Merci beaucoup Amine. Merci chers amis. Merci de m'avoir invité. Donc le topo d'aujourd'hui sera intitulé l'incantilase et l'intra-uratralase, effet synergique sur le traitement de l'incontinence urinaire d'effort. Donc comme a dit mon cher ami Amine, je suis gynéco exerçant dans le secteur libéral à Marrakech. Donc en guise d'introduction, l'incontinence urinaire, c'est une perte involontaire des urines par l'urètre. On le sait tous, anatomiquement sain, résultant d'un trouble vésico-urétral. C'est un réel problème de santé publique. Il touche les femmes plus que les hommes, 35% chez l'adulte et 50% chez les femmes ménopausées. Les symptômes sont assez fréquents, 200 millions de personnes dans le monde, 10 millions de femmes aux États-Unis, 2,5 millions de femmes en France. Ce qui veut dire que ça touche la qualité de vie de ces patientes, que ce soit vie normale ou vie sexuelle. Mais malheureusement, 30% seulement sont traitées. Quelques statistiques encore, 50% des femmes vont développer une incontinence urinaire d'effort dans leur vie, 10 millions qui vont développer ces symptômes chaque année aux États-Unis, 2,5 millions de femmes consultent pour le diagnostic et 250 à 300 000 vont subir une chirurgie. Ça, c'est des statistiques, excusez-moi, j'ai trouvé que des statistiques américaines. Il y a des références. Et ce qui veut dire, en fait, ces chiffres-là, ils vont doubler en Europe et en Asie, pardon. Et du coup, donc le prix annuel aux États-Unis, le prix direct, c'est de 18 billions par année. Donc on casque beaucoup d'argent. Un petit mot sur la physiopathe qu'on connaît tous et toutes. Donc c'est une physio qui est un peu complexe, qui a démarré avec la théorie d'Henning. Donc c'est que la continence est assurée par la pression abdominale, qui doit être transmise intégralement dans la région périsphinctérienne. Donc cela suppose que cette région reste dans l'enceinte abdominale. Or, par exemple, dans le prolapsus orogénital ou urovesical, c'est pas vrai, ça descend. Et donc que ça descend, la théorie n'est plus valable. Du coup, on a éliminé cette hypothèse et on est passé à l'hypothèse de la théorie de Lancet. C'est là, il parle d'un effet hamac. Donc en fait, c'est quoi? C'est un hamac sous-urétral qui assure la continence. Donc comment ça se passe? Par les moyens de fixité de l'urètre et du col vésical. Donc quand c'est défectueux, ça donne une incontinence urinaire d'effort. En plus de cela, on peut ajouter un mécanisme qui combine un mécanisme actif que je viens de citer, que ce soit sphinctérien ou musculaire, et un mécanisme passif. C'est au fait la muqueuse et la trophicité urétrale, donc grâce au riche plexus vasculaire qui existe dans la muqueuse et dans la sous-muqueuse. Donc pour passer aux différents types d'incontinence, notamment l'incontinence urinaire d'effort, on avait dit une perte d'urine involontaire survenant lors d'une augmentation de la pression abdominale, étouffement, toux, marche, donc une hypermobilité urétrale qui se retrouve dans 80 à 90% des cas, parfois associé ou pas à un déficit sphinctérien qui représente 20%. Donc et pour cela, en type 1, dû à une hypermobilité urétrale et à un type 2 quand c'est mixte. Et puis une déficience ou un déficit intrinsèque de sphincter qui représente 10 à 20%, c'est le type 3 des incontinences urinaires d'effort. L'urgenturie, pour l'incontinence urinaire d'effort, je voulais ajouter qu'on peut la grader, on peut la stadifier aussi. La grader en étant une incontinence d'effort qui est assez importante, une incontinence d'effort moins importante. La plus importante, c'est quand c'est permanent, avec un petit effort mini, et on a une fuite urinaire, on a une incontinence urinaire. Ou alors, une petite activité, un truc du quotidien, genre à lever, une petite marche, ça donne une fuite. Ou alors, une incontinence d'effort qui est pas très importante, mais en fait qui est due à un effort très important, notamment un effort de rire, de tout, ou de sport, de saut. On peut aussi la stadifier, et la stadification, c'est la quantification de cette incontinence urinaire. Comment on l'a quantifiée? Par le pas de test, c'est-à-dire
on essaie la patiente met une compresse, une serviette, comme on fait lors des menstruations. Et donc, à partir de ce moment-là, on essaie de peser ce pad. Et donc, ça se stadifie en quelques gouttes, avec des épisodes mini, stade 1. Stade 2, c'est un important avec 1 à 2 garnitures par jour, et une fuite assez importante au-delà de 3 garnitures. Et puis il y a l'urgenturie, qui est une perte d'urine par envie pressante, non maîtrisable en rapport avec une contraction de la vessie. Et de cela, l'œtiologie, c'est une instabilité du détrusor ou une compliance vésicale dans le cadre d'une vessie neurologique ou dans le cadre d'un problème radique. Et puis l'incontinence mixte qui associe l'incontinence urinaire d'effort et l'incontinence et l'urgenturie. Bien sûr, pour toute incontinence, il faudrait faire un interrogatoire bien conduit, demander l'âge de la patiente, est-ce qu'elle est ménopausée, le statut hormonal, est-ce qu'elle est ménopausée ou pas, la BMI, le BMI est l'indice de masse corporelle. L'obésité, c'est un facteur très important de la réussite ou pas du traitement lors d'une incontinence urinaire. Le traitement médical pris. Est-ce que, par exemple, le plus souvent, c'est des femmes qui sont en périménopause ou ménopausées, donc c'est des patientes qui sont tarées, notamment cardiaques, qui prennent du diurétique. Donc pour faire le pas de test, il faudrait faire la part. Est-ce que c'est dû à un excès ou la polacurie, c'est dû à un accès de prise suite à la prise de médicaments ou suite à un vrai effort, une incontinence d'effort. L'importance des boissons, et quand c'est le cas, demandez à des patientes, par exemple, de réduire un peu certaines boissons qui ne sont pas très importantes. Je ne parle pas de l'eau qui est importante pour la santé, mais je parle des boissons qui sont parfois juste là pour le fun. L'examen, il faut toujours examiner la trophicité, voir s'il y a un prolapsus ou pas. Le CAF test, des examens à faire pour voir est-ce que déjà il y a une indication à faire ce laser ou pas, est-ce qu'il y a l'indication de faire de la chirurgie ou pas. Le Q-type test, le PAD test en Mexique, et le IC pour voir le retentissement, et le IQ UISF test qui évalue surtout le retentissement de cette incontinence sur la vie de ces patientes-là. C'est un questionnaire qui est très long, que ça pourra prendre quand même 20 à 30 minutes pour le réaliser, mais il a été modifié. Je l'ai mis ici, après il est présent, il est disponible sur Google. Les traitements, donc bien sûr un traitement chirurgical et traitement non chirurgical, notamment une physiothérapie, et puis la radiofréquence, le laser, que ce soit CO2 fractionné ou que ce soit un laser erbium. Je dis juste un petit mot par rapport à la physiothérapie. Il faudrait que nos patientes, on a un souci au Maroc, c'est que les patientes ne prennent pas conscience de leur périnée. Il faudrait d'abord qu'elles prennent conscience de leur périnée et de l'existence de ce périnée pour pouvoir indiquer ou non une kiné périnéale. Donc déjà, en utilisant que ce soit avec le kinésithérapeute, que ce soit un biofeedback ou alors l'électrostime, que ce soit avec la vraie électrostime ou les fauteuils, comme le Starformer, pardon. Mais il faut dire un truc, il est inutile de continuer de faire la kiné périnéale chez ces patientes au-delà de 15 séances que quand c'est inefficace. Tu envoies ta patiente pour faire la kiné, elle revient et te dit je ne sens rien. Donc attends, il ne faut pas continuer à la faire, il faut passer à autre chose, notamment le laser. La chirurgie, il y a plusieurs techniques, plusieurs traitements chirurgicaux qui ont été décrits depuis une dizaine d'années, allant de la colposuspension, que ce soit en laparo, que ce soit en cellio. Mais depuis une dizaine d'années, il y a l'apparition des bandelettes sous-urétrales, la TVT et les TOT. C'est le grand standard de traitement dans l'incontinence urinaire. Ou alors les sphincters repèrent, donc quand les bandelettes ne sont pas fonctionnelles ou quand parfois même on peut aller jusqu'aux dérivations urinaires quand c'est très important, c'est-à-dire quand c'est permanent. Je voulais juste signaler ce papier. What women want now. Que veulent les femmes? Ils ne veulent plus de temps d'arrêt, ils ne veulent plus de chirurgie, et sont plus méfiantes par rapport à la chirurgie. Ils sont plus conscientes de l'efficacité versus le risque, il y a toujours une balance. Et des effets secondaires et des effets indésirables, les urgences, les dysfonctionnements de la miction, le prolapsus, la douleur. Ils sont de plus en plus de personnes choisissent d'éviter la chirurgie si c'est possible. C'est l'étude qui a été publiée par Gayatri Kassan dans le European Journal of Obstetric Gynecology and Reproductive Biology en 2023, en juillet 2023, l'année dernière. Donc on a trouvé que 15%
15% voulaient une intervention chirurgicale, 85% préféraient une cure ambulatoire, 70% de chances d'amélioration, 75, 50% de chances d'amélioration, 36%, 25% de chances de toutes les femmes d'amélioration. Et toutes les femmes, ils ont préféré une chirurgie. Celles qui ont préféré la chirurgie, ils avaient une incontinence urinaire sévère, très sévère, voire même un prolapsus. Les TVT et les TOT. C'est un traitement magnifique et c'est, comme je l'ai dit, c'est un gold standard, mais il expose à des complications, des effets secondaires comme tout traitement chirurgical, notamment l'exposition, l'infection, la présence oui ou non de calcul et parfois même une petite érosion pénienne chez le conjoint. Mais je voudrais juste signaler le FDA warning. Le FDA warning, surtout par rapport au TVT, qu'on n'utilise plus dans la plupart des pays. Là, on est plus dans le TOT, le transobturateur. Pourquoi il y a un échec de TVT ou de TOT? Parce qu'il y a le one size fits all, une seule taille, le même traitement qu'on fait pour toutes les patientes, indépendamment de beaucoup de choses, indépendamment de l'âge, indépendamment des facteurs intrinsèques, indépendamment du vieillissement cellulaire, et le statut hormonal. Donc, une étude a été publiée dans l'International Euro and Gynecology en 2010. C'est une étude qui a été faite sur plusieurs patientes qui avaient une incontinence urinaire, qui ont été traitées ou pas avec le TVT. Mais en fait, ils ont fait des échographies transpérinéales et ils ont mesuré l'atteinte de l'hiatus. Ils ont découvert qu'il y a une asymétrie dans les muscles pelviens chez la même patiente et d'une patiente à une autre. Donc du coup, le traitement ne peut pas être le même. C'est indépendant de la patiente. C'est au cas par cas. Comme alternative, les gynécologues, ils sont très difficiles à convaincre. Ça, on le sait tous et toutes. J'utilise le mot de Albert Einstein. It's not that I'm so smart, it just stay with problems longer. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut persévérer, aller de l'avant, vouloir découvrir de nouveaux trucs, de nouveaux thérapeutiques, de nouvelles procédures. Et donc, l'alternative que j'utilise, c'est le laser erbium, notamment aujourd'hui l'incantilase et l'intra-uratralase. Once upon a time, comme Cendrillon. Aujourd'hui, il y a Photonal Laser, incantilase et le nouveau gadget. Le R09GE, c'est l'intra-uratralase. Un petit mot, on ne peut pas parler de laser sans parler un peu de la physio. Je sais que tout le monde le sait. L'introduction du laser en intravaginal. En fait, comment ça marche? Il a un effet thermique sur les tissus traités. Il y a deux pulses. La première, elle est intense, de courte durée, mais avec un pic thermique élevé à 60 degrés Celsius. Une deuxième, qui est plus courte, avec une température modérée, qui permet une régénération des tissus. C'est une onde de choc thermique de l'épithélium et des tissus avoisinants. Et donc, une production plus de collagène, plus de vasodilatation, plus de néo-angiogenèse, donc une meilleure reperméabilisation. L'incantilase, c'est un traitement pour l'incontinence urinaire. C'est un traitement de la paroi antérieure du vagin avec une pièce à main angulaire ou circulaire pour les gens qui ont le SP Dynamis et pour les gens qui ont le Time Walker Anti-Malaise Pro, ils n'ont que les pièces angulaires. Là, c'est une vidéo de l'incantilase qu'on vient de voir. Et puis là, ça se fait de manière manuelle. Il y a aussi le G-Runner qui le fait avec plus de précision. Et ça donne un meilleur résultat. Ça, c'est la pièce à main circulaire. Pour l'incantilase 2, parce qu'il y a le 1 et le 2.
excusez-moi. Pour le Time Walker, donc l'incantile lace, pour le Time Walker, ça c'est le G-runner. Avec les pièces en main, les deux sont angulaires. La verte pour l'incantilase 2 et la jaune pour l'incantilase 1. La jaune c'est le PY et la verte c'est la PG, la FG. Et les deux circulaires, les deux angulaires. Et puis l'incantilase 3, ça c'est pas... le spéculum. Et puis la pièce à main R09, c'est l'intra-urethral-lase gadget. Ça c'est le corps. La fibre optique, le tube de la fibre optique. Qu'on ne stérilise pas. Et là, on introduit le trocar qu'on stérilise parce que c'est les contacts directs avec les patients. L'incantilase. Avec la fluence à 10. Et ça commence de manière précise et automatique. C'est un geste qui est indolore et très rapide. L'intra-urethral-lase, on vient de voir, mais je veux quand même en dire un petit mot. Ça, c'est la pièce à main. Ça, c'est le corps et puis les autres. On doit faire, il n'y a pas de prémédication. Il y a une certaine préparation que je vais vous montrer tout de suite là. Déjà, pour mesurer la longueur de l'urètre, pour pouvoir introduire la pièce sans perforer la vessie. Il y a une petite vidéo juste après. Là, pour le retachement de la pièce, on la met dans le Time Walker. C'est la pièce R09. Et puis on mesure. J'avais mesuré, parce que c'est là, pour cette patiente-là, c'est sa deuxième séance, ou je crois sa troisième séance. Donc du coup, j'avais mesuré avant, dans la première séance. On n'est pas obligé de le faire dans toutes les séances. On le fait qu'une fois pour chaque patiente. Et on démarre. Une autre patiente. Ça, c'est intéressant, ça. C'est dur. Parce qu'il y a plein de cas comme ça. Plus besoin de chirurgie, ça, c'est vrai. Désolée du retard, mais je voulais faire vite, mais je ne sais pas comment faire pour faire avancer la vidéo trop vite. Désolée.
Très bien, merci. Là pour le programme. Et là pour introduire. D'abord, je demande à la patiente, avant de démarrer mon geste, de faire ses urines aux toilettes, vider la vessie. Il faut qu'elle vide sa vessie et puis à la fin, parce qu'en général je combine les deux avec ce nouveau matos, je combine les deux, et l'incantilase et le latralase, intra-uratralase. Et donc à la fin de mon geste avec l'incantilase, parfois il y a certaines patientes qui ont, avec le stress, qui continuent à avoir des urines comme celle-là. Donc on met bien sûr en respectant les mesures d'asepsie, on le sait tous et toutes, et on introduit la sonde de Foley. On la fixe, on gonfle notre ballonnet, on le fixe et on prend un marqueur avec lequel on trace à la limite la partie inférieure du ballonnet. Voilà. On dégonfle encore. On a notre mesure, on prendra notre pièce à main. Ça prend moins de temps quand on est dans l'action. Voilà. Et on commence notre procédure. Je ne pouvais pas parler de traitement d'incontinence urinaire sans parler de papers, de lectures et sans parler de bibliographie et d'articles publiés dans la littérature. Le premier, c'est le traitement vaginal au laser Erbium laser pour l'incontinence urinaire d'effort, un essai clinique multicentrique, randomisé et contrôlé de manière fictive, publié en mars 2024 dans l'International Journal de Gynécologie. Cet article, ils ont permis, le docteur Barry O'Reilly, il est très connu dans ce sens, il a permis d'évaluer l'efficacité, l'innocuité de l'erbium laser dans le traitement de l'incontinence urinaire d'effort. C'est une cohorte de 121 patientes avec une incontinence urinaire d'effort qui a été diagnostiquée et sur le plan urodynamique. Ils ont fait un examen urodynamique pour pouvoir faire le diagnostic. Ça veut dire que c'est un truc objectif. Donc deux bras, un bras actif, on a fait du laser chez 73 patientes, et un bras fictif, on a utilisé une pièce à main qui n'est pas du laser. Et donc on a deux traitements, 2 séances, à 4 semaines d'intervalle. Les critères de jugement sont été effectués sur le PAD test et sur le ICIQ, évaluation à 6 mois et à 12 mois. Ils ont conclu que l'erbium laser améliore l'incontinence urinaire d'effort, 59% versus 36% pour le traitement fictif. Donc, il doit être considéré comme option thérapeutique. Deuxième article, Laser Treatment of Stationary Incontinence par Madame Sabrina Skenar, publié dans le LAHA Journal Academy. Elle a permis de recruter 107 patientes atteintes de l'incontinence urinaire d'effort. 2 séances, 4 semaines d'intervalle, évaluation à 2 et à 6 mois. 41 patientes, soit 38,3%, ils ont une séance, ça suffit. Les 66 patientes, ils ont rajouté une autre séance, 61,7%. Il a conclu à ce que 93,6% l'incontinence urinaire, l'incontinence a baissé et donc leur continence s'est améliorée. Un autre article, c'est une étude pilote, c'est le Minimally Invasive Laser Procedure for Early Stages of Stress Urinary Incontinence, publié par l'Iconic Fistonic dans l'AHA Academy. C'est une étude pilote prospective
qui évalue en fait l'efficacité, la sécurité et de l'incontinence dans les early stades de l'incontinence urinaire d'effort. 39 patients depuis avril 2011 à octobre 2011. Ils ont traité les incontinences urinaires d'effort modérées à légères à modérées. L'évaluation toujours par le ICIQ test, incontinence et l'impact sur la qualité de vie. Évaluation à 1 mois, à 3 mois et à 6 mois. Et ils ont trouvé qu'il y a une amélioration de 3 points du test ICIQ après le traitement. Un autre article. Non-ablative erbium laser for the treatment of type 3 stress urinary incontinence. C'est le professeur Adrien Gaspard. Donc, c'est un essai clinique publié en 2017 dans Lasers Medical Science. C'est un nouveau traitement de device intra-utéral, 22 patients, avec un VLPP inférieur à 60. Il a mesuré la pression intravésicale, la pression au point de fuite de Valsalva. Et avec une faible fluence, 2 séances à 4 semaines d'intervalle, l'évaluation à 3 mois, à 6 mois, toujours avec le PAT test et le ICIQ, ils ont trouvé qu'il y a une amélioration de 80% versus 50%. Efficacy and safety of intra-urethral erbium laser in women with stress urinary incontinence following failed intravaginal laser therapy. Rétrospective study. En fait, c'est quoi cette étude de Yangling Tsang? C'est 93 patients souffrant d'incontinence urinaire légère à modérée ayant reçu une incontinence depuis janvier 2015 à juin 2018. Et 22 patientes qui n'étaient pas très satisfaites ont reçu intra-urethral laser comme 3e séance et non pas comme 2e séance ou comme de manière combinée. L'âge moyen de ces patientes était de 47,5. La parité était de 2. L'index de masse corporelle, le BMI, était de 20,9 et l'évaluation de ICIQ, 50% d'amélioration et 27% de forte amélioration. Une amélioration magnifique. Petite vidéo de avant et après en combinant l'incontinence avec l'intra-urethral. Il faut dire que pour évaluer l'incontinence urinaire de manière objective sur des vidéos, c'est un peu difficile, vu qu'en fait, on n'a pas des vraies fuites. Enfin, c'est des incontinences d'effort qui sont légères à modérées. Donc, même quand on fait le CAF test, on n'a pas d'émission d'urine quand même. D'accord? C'est l'indication, by the way. Donc, du coup, là, c'est avant. Vous allez voir, il va tousser, le CAF, et vous allez voir que le mur antérieur du vagin va sortir un peu. Ça, c'est avant. On va voir l'après. Le mur antérieur, une amélioration magnifique. Un deuxième cas. Avant. Après. La meilleure manière de commencer, c'est d'arrêter de parler et de s'y mettre. Je vous remercie.